Alors, merci d'être là, bien que ce soit une activité obligatoire pour plusieurs. Je suis Éric Martin, professeur de philosophie ici au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis très content aujourd'hui de pouvoir accueillir le professeur Gilles Gagné, professeur retraité de sociologie à l'Université Laval, une conférence dans laquelle on pourra vous parler de Michel Freytag. Donc, quelques consignes. Donc, la conférence va durer environ 1 heure. Après ça, il y aura une demi-heure pour des questions. Évidemment, on vous demande de rester pour l'entièreté de l'activité qui devrait se terminer vers 12h30. Donc, à 12h30, on a terminé normalement. Il y a 2 micros ici en avant là, pour les questions qui sont là et là, mais on y viendra après. Alors, je vais faire une courte introduction pour commencer, pour vous situer un peu, puis après ça, je vais céder la parole à Gilles Gagné. Donc, c'est une conférence qui est organisée par le département de philosophie. Je vous mentionne aussi que pour ma part, avec Gilles Gagné aussi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Société. C'est un groupe qui organise des séminaires à l'université 2-3 fois par session pour réfléchir à l'avenir de la société. Et on a aussi un site web, collectifsociété.com. On a une revue qui s'appelle Les Cahiers Société. Il y a plusieurs conférences que vous pouvez aller écouter en audio là-dessus, donc vous irez voir si vous voulez le site. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler du collectif Société, c'est de parler de Michel Freytag et de parler de l'éducation, la façon dont Michel Freytag voyait l'éducation. Et ça nous permet aussi de vous faire connaître cet auteur dont vous avez la photo ici à l'écran, un auteur, un sociologue, un philosophe très important au Québec, qui était né en 1935 en Suisse, qui est décédé en 2009, après avoir enseigné toute sa vie à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, au département de sociologie. Freytag, donc, c'est l'auteur d'une théorie de la société, ce qu'on peut appeler une théorie générale de la société, qui se divise en 2 parties. La première, c'est une théorie de ce qu'il appelle le symbolique, la façon dont les êtres humains, tout ce qu'on fait, c'est organisé par le symbolique, par la culture, par le langage. Et une autre partie qui concerne les modes de reproduction de la société. C'est expliqué ça dans un livre qui s'appelle « Dialectique et société ». C'est un livre en 3 tomes qui est son ouvrage principal. Mais à part de ça, il a aussi écrit sur différents sujets. Il a écrit sur l'architecture, il a écrit sur le capitalisme, il a écrit sur la technologie, il a écrit sur l'éducation. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'éducation, on va parler aussi de technologie, à ce que j'ai compris. Donc, voilà l'angle qu'on va... Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est une œuvre qui touche à plusieurs sujets différents. Mais aujourd'hui, on s'attaque surtout à l'éducation. Pour ma part, je vais parler du naufrage de l'université. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 1995, qui a gagné le prix du gouverneur général en 1996. Et par la suite, on aura la chance d'approfondir la question avec Gilles Gagné, qui, lui, va parler plutôt de la question de la technique, de la technologie. Donc, si on parle du naufrage de l'université, pour commencer, Michel Freytag nous avertit déjà en 1995 qu'il y a un danger qui pèse sur l'éducation, sur la transmission de la connaissance, parce qu'on pourrait dire que l'école est en train de changer de mission. Alors au départ, je dirais que l'éducation, ça sert d'abord à transmettre la connaissance puis à développer la pensée critique chez les étudiants, les étudiantes. Mais ces institutions-là, elles vont se transformer, dit Freytag, en organisation. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'une école, autrefois, c'était une institution dont le travail était la transmission de la culture. Et aujourd'hui, ça devient une organisation. C'est une façon de dire que l'école, elle fonctionne de plus en plus comme une entreprise, comme une business, c'est-à-dire qu'il y a une forme de marchandisation de l'éducation, que l'école va se brancher, disons, sur le capitalisme. Donc, on avait une institution qui était animée par un idéal, la connaissance, un idéal, disons, plus grand que nous, quelque chose de transcendant, quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle le savoir. Et maintenant, cet idéal-là s'effondre. Et à la place, on demande essentiellement à l'école, que ce soit l'université, les cégeps ou les écoles primaires ou secondaires, ce qu'on leur demande, c'est essentiellement de s'adapter à ce qui est à l'extérieur de elles, c'est-à-dire à d'autres organisations. Donc, l'école va s'adapter, je ne sais pas moi, à Walmart, à Bell Hélicoptère, à n'importe quel business, à Subway, je ne sais pas. Et l'école va s'adapter, deuxièmement, pas juste à des entreprises. L'école va s'adapter aussi à la nouvelle technologie. Alors, l'exemple aujourd'hui, ce serait l'intelligence artificielle. On est en train de mettre aujourd'hui ChatGPT partout dans l'école. On demande aux étudiants de faire leurs travaux avec ChatGPT. On demande même aux professeurs de monter leur plan de cours avec ChatGPT. Donc, bref, on est en train de soumettre, d'adapter l'éducation à la nouvelle technologie sans jamais se demander si c'est une bonne chose. Donc, vous voyez qu'il y a un renversement ici. Autrefois, ce qui était important, c'était la connaissance qui nous venait du passé.
on pourrait dire la tradition intellectuelle qu'on voulait transmettre aux nouvelles générations, donc une sorte d'héritage, hein. Alors que maintenant, c'est essentiellement de brancher l'éducation sur l'industrie ou encore sur les nouvelles machines. Alors que ce soit former des employés ou encore, dans le cas de l'université aussi, ce qu'on appelle aussi la question de la recherche. Hein, l'important, c'est que l'université va développer des nouvelles inventions, des nouveaux brevets. Justement, par exemple, des universitaires qui vont travailler pour Facebook, pour Google, qui vont développer des nouveaux robots. Donc, de plus en plus, au lieu d'être là pour réfléchir, on demande aux universitaires de participer, de mettre la main à la pâte pour aider, au fond, les entreprises du capitalisme de plateforme, ce qu'on appelle les GAFAM, à Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Donc, pour résumer mon propos, on passe d'une institution à une organisation de plus en plus commerciale qui doit s'adapter à son environnement technico-économique. Mais si ça l'arrive, Freytag nous dit que c'est parce qu'il y a en fait un changement dans la société en général. Ce n'est pas seulement l'éducation qui se transforme, c'est la société. C'est-à-dire qu'autrefois, les sociétés, mettons, primitives, les sociétés tribales, elles étaient principalement organisées par la culture, par le symbolique, par la religion. Freytag appelait ça un mode de reproduction culturel symbolique. Vous avez des sociétés qui répètent la tradition des ancêtres, vous avez des sociétés qui répètent un mythe peut-être, mais au fond, essentiellement, c'est la culture qui contrôle la façon dont les gens se comportent. C'est le mode de régulation de la pratique culturelle. Ensuite, les sociétés modernes, celles qui vont apparaître, mettons, 17e, 18e siècle ou avec la Révolution française, là, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Ce n'est plus seulement la culture ou la religion qui va gouverner la société, ce sont des institutions politiques. Alors, imaginez une société dans laquelle on va mettre un parlement où des gens vont débattre et discuter ensemble du genre de société qu'ils veulent avoir. Là, on n'est plus au même endroit, là. On n'est plus dans une société qui répète un mythe en tournant, je dirais, en rond dans une répétition infinie. On a des sociétés qui vont s'ouvrir à se prendre en charge par elles-mêmes, par la raison, dans des institutions qui le permettent. Et troisièmement, on a des sociétés qui vont apparaître qu'on appelle postmodernes. Mais dans ces sociétés-là, ce n'est plus la culture ni la politique qui va compter, ce sont les systèmes. Et là, c'est ça qui devient intéressant pour nous. C'est que la nouvelle société, ce qui va la piloter, c'est plus la culture, c'est plus les institutions politiques, ce sont des systèmes automatiques. Alors que ce soit le système du capitalisme international, hein, le marché mondial, la mondialisation, ou encore l'intelligence artificielle, la robotique, nous avons donc un ensemble de systèmes qu'on pourrait appeler cybernétiques. Ces systèmes-là vont de plus en plus vite, sont en voie d'accélération, et essentiellement, ce qu'on nous demande à nous, c'est de s'adapter à la performance de ces systèmes. Alors évidemment, si on laisse aller cette logique-là, toujours plus de capitalisme, toujours plus de machines qui vont de plus en plus vite, mais ce n'est pas très compliqué de comprendre ce qui va arriver, notamment la crise écologique. Hein. Si on essaie d'expansion infinie du capital sur une planète finie, ça va tout simplement détruire la nature. Parce que la nature, elle n'est pas infinie. Hein. Il n'y a pas du pétrole à l'infini, il n'y a pas des ressources naturelles à l'infini. Donc, si vous avez des systèmes qui fonctionnent tout seuls et qui pensent à notre place, d'ailleurs, qui de plus en plus, les systèmes prennent les décisions à notre place. Donc, Freytag nous disait qu'il y avait un danger très grave de laisser la société entre les mains de ces systèmes-là. Et si on comprend cette transformation-là, qui remplace donc l'ancienne politique par des systèmes, on comprend mieux pourquoi l'école elle-même se transforme. Hein, parce qu'au fond, ce qui arrive à l'éducation, c'est simplement un symptôme de ce qui arrive à la société en général. Hein, si l'école est malade, c'est parce que la société elle-même a pris cette direction de s'abandonner entre les mains de systèmes qui fonctionnent à notre place. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'éducation? Bien, ça veut notamment dire que tout ce qui relève de la pensée, de la formation générale, alors la philosophie bien sûr, mais aussi la littérature, la culture, l'apprentissage de l'histoire, l'apprentissage des sciences humaines, ça va être dévalorisé, on le voit depuis plusieurs années, hein, parce que maintenant, on veut que l'école, essentiellement, transmette des connaissances utiles pour le marché ou encore, on va mettre des écrans partout dans l'école. On va mettre des écrans partout dans la bibliothèque, on va mettre des écrans partout parce que maintenant, c'est la technologie qui devient plus importante que la pensée. Donc, on a un problème, et je termine là-dessus, parce que si on veut sortir, par exemple, de la crise écologique, on a besoin de former des êtres humains qui sont capables de jugement, des êtres humains sensibles. Mais on ne sera pas capable de former ces gens-là si l'école est complètement soumise aux injonctions de l'économie et de la technologie. Donc, on a besoin de penser une nouvelle société écologique, démocratique,
Et on ne le fera pas si on n'a pas une nouvelle éducation, disons, une nouvelle vision de l'éducation. Et c'est ça que Freytag nous disait essentiellement, c'est que si on veut sortir de la société dominée par les systèmes cybernétiques, on n'aura pas le choix d'imaginer une nouvelle éducation. Voilà à peu près le contexte dans lequel on se trouve. Une éducation adaptée au marché et à la technologie parce que la société elle-même est de plus en plus soumise à cette même logique marchande et cette même logique des systèmes. Alors, j'espère que j'ai été clair sur le contexte général. Et maintenant, je suis très content de pouvoir introduire notre invité qui est venu de Lévis ce matin pour nous parler. C'est quand même une bonne distance. C'est donc le professeur Gilles Gagné, professeur à la retraite, comme je l'ai dit, de sociologie de l'Université Laval, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec Michel Freytag et qui est sans doute le mieux placé pour nous parler de sa pensée. Je le remercie énormément d'être venu ici aujourd'hui et je vais le laisser parler pour la suite. Merci beaucoup, Gilles, d'être là. Merci, Éric, pour cette invitation à venir dans votre belle région, qui est une invitation qui est un honneur et en même temps un défi. Ce n'est pas simple de tenir un propos significatif sur des questions compliquées en quelques minutes. Donc, pour vous demander d'être tolérant, ça se peut que je saute des bouts, mais enfin. J'ai commencé par prendre prétexte pour une lecture que j'ai faite la semaine passée. Comme vous savez, Éric Martin a publié avec Sébastien Mussy un ouvrage qui a été beaucoup débattu dans l'espace public, qui s'appelle « Bienvenue dans la machine » et qui est une critique des technologies de la communication et de l'information qui envahissent le secteur de l'enseignement. C'est un ouvrage qui a eu beaucoup de résonance. Il y a quelqu'un qui a fait une longue recension dans les cahier de lecture de l'Action nationale, où il est, le recenseur, celui qui rend compte de l'ouvrage, est tout à fait d'accord avec la critique et souligne, les auteurs mettent le doigt sur des choses fondamentales, importantes, dangereuses, mais la critique comporte une espèce de « oui, mais », un malaise, une gêne. Les technologies de la communication et de l'information, les machines à enseigner, oui, il y a un danger là, mais jusqu'ici, nous les êtres humains, la technique nous a pas si mal servi. Bon, on sent ce oui, mais. Je prends prétexte de ça parce que les gens qui étudient le rapport à la révolution du numérique, comme par exemple McKinley et Roberge, un article qui n'est pas encore publié en fait, ils étudient les discours sur la révolution numérique, comme bien des gens font, ils classent les discours. Puis ils disent en gros, ça va se ramener à deux pôles. Il y a ceux qui disent la révolution numérique, c'est un monstre inédit, jamais vu, radicalement nouveau, et il va nous avaler. C'est comme un envoi, la flèche a déjà quitté la corde de l'arc, puis on va l'avoir dans le front. La révolution numérique va nous avaler. Il y a ceux qui disent « Oh, on se calme. C'est du progrès technique ordinaire, puis une fois dégonflés les baudruches, puis les exagérations, puis les prétentions fantaisistes de l'intelligence artificielle et de ces machins, il va rester quelques outils utiles, comme c'est toujours arrivé avec le projet technologique. » Bon, c'est comme si le recenseur d'Éric disait « Ouais, tout à coup que c'est juste ça, là, tu sais, du progrès, comme d'habitude, dans le fond. » C'est ça, ça gêne. Bien qu'il reconnaisse ça. On pourrait dire, quand est apparue la presse de Gutenberg au 16e siècle, tout le monde a crié au meurtre, ça va tout changer, ou la poudre à canon, c'est supposé de mettre fin à l'humain. Bon, on pourrait prendre appui, c'est comme ça qu'il y a eu un certain nombre d'alertes aux dangers technologiques qui finalement, on comprend cette espèce de réserve devant une critique de nouveauté qui la prend dans sa nature même. Mais
avoir une réserve vis-à-vis des alertes au danger, il reste pas moins un problème. Les alertes dystopiques, dans les décennies récentes, ils se multiplient, là. Moi, j'étais plus jeune que vous quand il y a eu l'alerte au nucléaire, la bombe. Il y a des gens qui ont dit, attendez, c'est pas une arme, c'est l'apocalypse, là. C'est une capacité destructive inouïe, puis on empile en plus. Il y a eu l'alerte au génie génétique. Il y avait des illuminés qui avaient le code génétique, les secrets de la vie. Jusqu'ici, l'évolution menée jusqu'à l'homme, l'homme mené à l'intelligence. Et l'intelligence s'empare des secrets de la vie et maintenant va refaire la vie, créer des animaux, améliorer l'homme, le rendre plus durable, qui sait peut-être éternel. Il y a des gens qui ont dit le génie génétique, c'est un danger absolu. D'ailleurs, on a eu l'autre fois la preuve que ça se peut parce que on n'a pas tellement inventé des nouveaux animaux qu'on a inventé des nouveaux virus. Le gain de fonction, on sait où ça peut mener. On y a goûté pendant 2 ans. L'économie du pétrole, l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, l'anthropocène. Il y a des gens qui ont dit, alors on vient de franchir un seuil, là. On vient de rentrer dans le danger absolu. Nous changeons la nature de la planète et beaucoup plus vite qu'elle a l'habitude de changer elle-même. Les glaciations, ça se fait sur 30 000 ans, on a le temps de s'habituer. Les Amérindiens ont monté à mesure que les glaces fondaient. Ça a pris 4 000 ans pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis 3 000 ans plus tard, il était rendu à Chibougamau. On s'habitue. C'est une affaire qui se fait. Mais là, on change la nature. Ça s'appelle l'anthropocène. On change la nature de la planète à une vitesse folle. Et ça va. C'est un danger absolu. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'automatisation de l'automatisation. Il y a des gens qui disent ça, c'est une machine qui est partie pour marcher seule. Donc, les alertes dystopiques, on peut bien dire, OK, la technique nous a bien servi jusqu'ici, mais il arrive qu'il y a des changements radicaux, des changements de nature, des changements d'échelle. La technique nous a bien servi jusqu'ici, mais qu'en est-il de celle-ci, dans sa nature propre? Mon but ici, ce n'est pas de trancher, vous dire, c'est le démon qui va nous avaler, c'est banal, c'est des outils, pas pire que le tournevis ou la bicyclette. Mais ce que je vais soutenir une thèse, je vais illustrer, je vais introduire une thèse qu'on pourrait dire en 2 branches. Le technologisme postmoderne comporte un risque inédit, celui d'une forme radicalement nouvelle de domination. Mais un risque qui, par sa nature même, ne peut s'avérer que si nous y consentons. Comme toute forme de domination, le danger, c'est quand on y consent. Les dominations auxquelles on ne consent pas, ça finit en guerre civile, puis d'habitude, ça ne dure pas si longtemps. La domination est dangereuse quand on y consent. Il y a en germe, dans la révolution du numérique, une forme de domination, et le vrai danger, c'est si on y consent. Donc, ce que je vais faire, je vais vous initier ou vous donner le goût de lire un ouvrage de Freytag qui s'appelle « La nature de la technique », dont la thèse, c'est on assiste aujourd'hui à un renversement de l'action humaine instrumentale. C'est de ça, je vais définir tout ça. On assiste à un renversement de l'action instrumentale et d'une auto-finalisation de la technique. Je vais essayer de donner de manière intuitive qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire par là. Je commence par un petit détour, je fais un pas de côté. D'ailleurs, dès que le goût d'expliquer quelque chose s'empare de moi, ça se met à prendre des heures. Je m'imagine toujours que j'ai un séminaire de maîtrise de 3h30, pas de pause. Bon, je vais essayer d'aller assez plus vite. J'ai dit qu'il y a dans la révolution du numérique une forme de domination à laquelle nous pouvons refuser de consentir. On pourrait dire, qui est assez fou pour refuser de consentir, dans le fond, à ce qui est la marche du monde? C'est la manière dont les choses vont. C'est quoi ça, refuser de consentir?
qui est assez présomptueux? C'est une bonne question, je n'ai pas de réponse. On pourrait dire, en effet, que pourraient faire ceux qui refuseraient de consentir les yeux fermés à la révolution du numérique? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je ne sais pas. Je dis, c'est cependant possible de refuser de consentir les yeux fermés à la révolution. On peut refuser de donner un chèque en blanc au progrès technique au nom du fait que le progrès technique, c'était pas si pire jusqu'ici. On peut dire, non, non, là, il y a quelque chose qui se passe. On aurait des raisons empiriques, des raisons raisonnables, des raisons de sens commun d'avoir une réserve. Des raisons de sens commun, Hobsbawm a appelé le 20e siècle l'âge des extrêmes. Le 20e siècle a battu tous les records, là, de massacres, de génocides, de guerres, de destruction. C'était une boucherie inédite, en nombre absolu d'êtres humains souffrants, tués, méprisés, négligés, etc. C'était le record. Là. Et toutes des choses rendues possibles par les techniques. De la poudre à canon au transport, aux techniques de manipulation de masse, la radio, le film. Toutes des techniques qui ont rendu possible cette gigantesque boucherie, qui a mis fin de manière catastrophique au monde moderne, le monde moderne qui précédait le 20e siècle. C'est-à-dire un idéal de justice, d'égalité, de triomphe de la raison. Oh! Triomphe de la raison dans la première moitié du 20e siècle, c'est assez ordinaire comme exemple de triomphe de la raison. Triomphe de la raison instrumentale, triomphe de la capacité de faire des choses. Puis à quoi ça a servi? À quoi la capacité gigantesque de faire des choses, à organiser des boucheries à une échelle gigantesque, la bataille de Stalingrad et ce qui s'en est suivi, 20 millions de Russes, 3 semaines d'espérance de vie au front, puis c'est des flots de jeunes gens qu'on envoyait là comme ça, prenez votre tour, c'est votre billet, allez-y, on avance, 3 semaines. Bon, on a des raisons tout à fait raisonnables, puis de toute manière, qui y croit maintenant qu'il y a toujours des solutions techniques aux problèmes engendrés par la technique? Il y a plus grand. Bon, ça prend une certaine naïveté pour rester dans cet optimisme. Sans compter que les raisons d'avoir une réserve quant au progrès technologique que le 20e siècle nous a donné, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Là. Il n'y a jamais eu tant de personnes déplacées sur Terre qui vivent dans des camps. Il n'y a jamais eu tant d'êtres humains qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Il n'y a jamais eu tant d'êtres humains qui meurent avant 28 jours. Il n'y a pas jamais eu tant d'espèces qui disparaissent. Il y a des villages qui commencent à être envahis par les eaux. On sait que peut-être jusqu'à 100 millions de personnes d'ici 30 ans vont, s'ils restent où ils sont, vont avoir de l'eau jusqu'aux épaules. Puis il y a des villages qui commencent à s'enfoncer dans le pergélisol. Ça ne donne pas de signe de s'améliorer. Autrement dit, la plus élémentaire récapitulation historique nous aurait des bonnes raisons de dire, ouais, attends, on peut se donner une petite prudence là, vis-à-vis more of the same. Puis il y aurait une autre catégorie de raisons d'avoir une prudence. C'est la nature actuelle, la nature de la révolution dont on parle, la révolution du numérique. Prenons la bombe atomique, le génie génétique, ou je ne sais pas quoi, ou l'économie du pétrole. Prenons la révolution numérique. C'est quoi ça? C'est la capacité d'opérer sur toute chose qui peut être représentée par des matrices de nombres. C'est la virtualisation générale de l'action sur le monde. OK. Tout le monde sait ce que ça veut dire, la virtualisation de l'action sur le réel. On se rend compte de ça en 5e année, quand on apprend à extraire la racine carrée. On te montre à mettre des chiffres sur du papier, tu mets le 1 en bas, tu descends ça, tu prends ta retenue, tu divises par 4, tu fais ça, tu déplaces les symboles. Puis ce que tu fais sur le papier, dans cet espace virtuel d'une technologie de manipulation de signes, ça s'appelle extraire la racine carrée, les mathématiques, bien, ce que tu fais là, ça se passe dans le réel pareil. Pendant que tu extrais de la racine carrée de 144, quelqu'un qui ferait un certain nombre de tas, et un certain nombre de tas dont le nombre d'éléments c'est égal au nombre de tas, il obtiendrait le même résultat que toi.
La technologie de la virtualisation de l'action sur le réel fonctionne pour les mathématiques. Là, l'informatique, c'est généralisation de la capacité d'agir, de virtualisation de l'action sur le réel, en autant que le réel peut être représenté par des matrices de nombres, puis des matrices de nombres. Une image, un film, n'importe quoi. Tout peut être représenté par une matrice de nombres. Et l'informatique, c'est la capacité généralisée d'agir de manière virtuelle sur toute réalité qui peut être représentée par des matrices de nombres. Ça va nous mener à nous éloigner de la réalité d'une drôle de manière. C'est un peu ça qui est le thème. Sans compter que cette révolution numérique, elle s'inscrit déjà dans une manie civilisationnelle qu'on va appeler le règne du nombre. Ça, c'était commencé déjà il y a 300-400 ans, mais c'était jusqu'ici, les statistiques, etc., le rapport au réel par le nombre, ça restait manageable, ça restait inclus dans un rapport au monde qui restait d'ordre social, collectif, symbolique. Il y a une autonomisation dans la gestion de la pratique humaine par la manipulation du nombre qui était déjà commencée. Puis l'informatique, ça s'inscrit là-dedans. C'est l'instrument de cette machine, de cette pratique qui consiste à se rapporter au monde à travers le nombre. J'esquisse saute par-dessus les concepts, je vous donne un exemple. Mettons dans le domaine de l'enseignement. Disons que vous êtes responsable de gérer 3 ou 4 000 classes de 5e année de l'élémentaire. Pas 3 écoles de rang dans un village, 4 000 classes de 5e année de l'élémentaire où on enseigne le français. C'est un domaine de la pratique humaine, puis ça prend des responsables, vous êtes responsable. Vous vous dites, c'est quoi un bon enseignant? Comment je pourrais vous ambitionner d'améliorer l'enseignement du français en 5e année de l'élémentaire? OK, moi je vais faire ça. Ça ne sera pas long que votre cours des HEC, ou je ne sais pas que vous vous revenir, puis ça s'appelle Drucker, vous allez dire, all right. If you cannot measure it, you cannot manage it. Ce secteur de la pratique humaine où j'ai 5000 professeurs dans 5000 classes de 20 personnes qui enseignent le français, si je ne peux pas mesurer ce qui se passe là, je ne peux pas le manager, je ne peux pas le gérer. Je pourrais dire, on pourrait faire comme ceci, on pourrait faire comme cela, on pourrait plutôt prendre tel moyen ou plutôt prendre tel moyen. Je peux dire ça, mais je vais améliorer l'enseignement de mon secteur de la pratique que je gère. Mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. J'en sais rien si je ne peux pas mesurer qu'est-ce que ça fait si on fait ceci, puis qu'est-ce que ça fait si on fait cela, puis si je ne peux pas comparer les deux mesures et dire donc ceci c'est mieux. Donc, if you cannot measure it, you cannot manage it. Alors je vais mesurer. Je vais faire passer un test standard au début de l'année en français. La moyenne des étudiants au Québec dans ces 3000 classes-là, ils font 10 fautes dans le test. Je le repasse à la fin de l'année, ils font 7 fautes. Ah, OK. Ah, là, je suis content, je peux manager la pratique humaine parce que je peux la traduire en nombres, je peux comparer les nombres, puis je peux agir en sorte d'améliorer les nombres qui font mon affaire. Les étudiants font moins de fautes. Mais si j'ai un logiciel intelligent, des réseaux neuronaux, il va dire, ah, c'est plus intéressant que ça, mon cher gestionnaire. Toi, dans tes 3000 professeurs, 2 groupes extrêmes. Il y a ceux qui réduisent le nombre de fautes de 10 à 5, puis il y a ceux qui réduisent de 10 à 9. Ta moyenne, c'est 7, mais regarde, OK, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font. Ceux qui réduisent le nombre, ceux qui produisent beaucoup de l'effet quantifiable que je vise à maximiser. Donc là, je vais être rentré dans une affaire où je vais dire, l'enseignement, c'est produire des effets mesurables. L'enseignement consiste à produire des effets mesurables. Tout le temps? C'est juste ça? Pas plus que ça? Il n'y a pas des professeurs qui nous ont inspirés par leur curiosité? Il n'y a pas des professeurs dont la gentillesse a été un modèle humain? Puis il n'y a pas que l'enseignement, son effet, en fait, vient du fait qu'on a plusieurs professeurs qui sont différents, puis on fait des comparaisons. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qui est mesurable dans ce qu'on retire de l'enseignement? Non, moi, je suis un gestionnaire. Pour gérer mon affaire, j'ai besoin des nombres, j'ai besoin de comparer, etc.
Donc, je viens de faire un changement ontologique de la nature de l'enseignement. Je viens de décider qu'enseigner, c'est produire des effets mesurables. Et que donc, je mets en place des directives, des opérations, des instruments, des manuels. Je transforme mes professeurs en petits robots qui exécutent des directives de telle manière que faites ceci, faites cela, faites ceci. Je veux que vous produisiez beaucoup d'effets mesurables qui consistent à réduire le nombre de fautes que les étudiants font. Et en faisant cela, je m'empare de leur comportement, je le transforme en obéissance à des directives et je le désintègre de la totalité synthétique. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Un professeur est toujours en train de faire des synthèses, il fait beau, il fait méchant, j'en ai un petit anal. Il est toujours en train d'équilibrer les choses. Non, non, je dis maintenant, vous faites ci, vous faites ça, le professeur fera en sorte que, le professeur fera, etc. Je dénature l'enseignement parce que je dois le gérer et je le dois gérer par des normes. Et ça devient même une ontologie générale dans la société. Il y a un spécialiste de l'enseignement au début du siècle, un Américain, Turnstone, il dit « If something exists, it exists in certain quantity. » Si quelque chose existe, là, il en existe une certaine quantité, tabarnouche. Si ça veut exister, il faut qu'il en existe une certaine quantité. Essayez d'appliquer ça. Ça devient une ontologie, la gestion par le nombre. Essayez d'appliquer ça à l'amitié. Si l'amitié, ça existe, il y en a certainement une certaine quantité. S'il y en a une quantité, je peux la mesurer, puis je peux la mesurer, je peux agir de façon à l'accroître. Comment ça va se passer avec mes amis si j'adopte cette attitude gestionnaire-là? L'amitié, ça vient en certaines quantités, ça se mesure, puis je peux faire des comparaisons. Quand je fais ceci, il y a plus d'amitié, puis quand je fais ceci, il y en a moins. C'est insensé, la beauté, la solidarité, l'amour. If it exists in a certain quantity. Ça devient une ontologie. Puis là, vous prenez le contrôle de la pratique en l'assujettissant à des opérations, des directions, des mécaniques, etc., qui la dénaturent. Et vous engendrez partout d'autres problèmes. D'ailleurs, c'est une autre loi. Il y a la loi de Drucker, il y a la loi de Thurston, puis il y a la loi de Goddard qui dit « Toute mesure quantifiable d'une pratique qui devient l'objectif de ta pratique fait que ta mesure devient une mauvaise mesure. Elle ne mesure plus rien. Si tu mesures une chose, puis après ça, tu dis, ben, c'est de cet effet quantifiable-là que je veux produire. Je veux produire de ça là, que j'ai mesuré. Quand tu transformes une mesure, mettons, scientifique, en un objectif opératoire de la pratique, ta mesure ne vaut plus rien dire parce que tu vas tricher, tu vas changer la nature de l'objet, tu vas déséquilibrer l'activité. Puis si sortir d'un cours de français en faisant moins de fautes, c'était un progrès quand tu t'occupais pas de ça, une fois que c'est juste ton but, mais peut-être que tu vas sortir de l'école idiot, mais tu vas faire moins de fautes. Autrement dit, si on revient à l'informatique, à la révolution du numérique, l'informatique est un produit de la gestion par les normes, est un produit de la société qui s'est embarquée dans cette passion où il y a de plus en plus de grands systèmes productifs, bureaucratiques, etc., qui doivent être gérés et qu'on gère en réduisant cette réalité-là à des nombres, puis en agissant de telle manière de faire croître les nombres qu'on veut. L'informatique, c'est l'instrument de ça. C'est la machine à faire. C'est le tournevis à gérer par les nombres. Ça n'a pas été engendré, l'informatique, par une invention sortie du chapeau. Ça a été engendré sur un siècle et demi. Il s'était engendré à mesure que les systèmes techno-bureaucratiques de gestion de la pratique, de transformation de la pratique par des schémas opératoires d'efficacité, de rendement, de diminution, etc., dans la mesure où cette obligation de gérer l'action d'autrui, puis de se donner des moyens de mesurer l'action d'autrui, puis d'accroître les mesures, à mesure que ceci s'est développé, puis que les compagnies sont passées de 30 employés à commencer Amazon à 660 000 employés, ben là, tu as besoin des mesures, puis des comparaisons quantifiées, puis tu as besoin de la gestion par les nombres, puis finalement, tu as besoin du tournevis pour faire tout ça. Ça s'appelle l'ordinateur, puis ça s'appelle l'informatique, puis ça s'appelle la révolution numérique. La révolution numérique n'a pas été inventée pour vous donner des jeux vidéo, a été inventée pour gérer la pratique humaine des sociétés capitalistes avancées.
Et c'est ça qu'elle est par nature. Maintenant, est-ce qu'on veut que la révolution numérique s'empare de l'enseignement, s'empare de l'amitié, s'empare de... on pourrait avoir une réserve là, sur la propension à accompagner la révolution numérique. Qu'est-ce que ça fait, dans le fond? Elle s'attaque aux derniers artisans, elle s'attaque aux dernières autonomies professionnelles, elle s'attaque aux derniers métiers, elle s'attaque à toute capacité d'intérioriser des normes et des valeurs, comme je parlais de nos professeurs tout à l'heure, qui se prennent pour des représentants de la langue française, qui ont étudié avec des bons professeurs, qui ont été formés pour ça, puis qui prennent ça sur eux. Ça s'attaque à leur autonomie. Non, c'est pas ça, il faut que tu fasses. Voici les opérations que je veux que tu fasses. Voici les exécutions. Voici ce que je veux que tu exécutes. Comme un robot humain, dans le fond. Parce que moi, je veux... Bon. Ça s'attaque à l'autonomie professionnelle, ça s'attaque à l'intériorisation de normes et de valeurs qui ont fait leur preuve jusqu'ici. Elle remplace toute compétence par une gigantesque compétence, la compétence d'opérer sur des machines qui opèrent sur des matrices de nombres. Elle émiette les synthèses cognitives, normatives et esthétiques qui ont été accumulées par l'expérience sociale, elle les émiette à toute vitesse. Elles ont été accumulées sur des siècles. Des synthèses normatives, cognitives, esthétiques, qui ont été accumulées par l'expérience, mais elle le fait à une vitesse qui rend impossible leur remplacement. Alors, on est tous en train d'agir à la pièce, faire notre petit job, notre petit bout, etc. Puis l'ensemble des petits bouts où on exécute des opérations, où on obéit à des règles, où on suit des procédures, où on fonctionne dans des dispositifs, l'ensemble de ces petites actions où on ne sait plus trop ce qu'on fait, mais on fait notre job-in, puis on fait notre, etc. Cet ensemble compose une gigantesque machine qui marche tout seul, sans réflexivité, sans jugement, sans autonomie. Et ça détruit le fait qu'un être humain dans une société, il vise à être un microcosme de la société, comme on disait au XIXe siècle. Rien d'humain ne m'est étranger. Ça s'attaque à ça, la personnalisation, la morcelisation, l'opérationnalisation, la segmentation, l'efficacité, la mesure par les nombres. On devient tous des rouages dans une machine qui a, à la limite, plus besoin d'être dirigée par personne. Et une machine qui a besoin d'être dirigée par personne, c'est une forme de domination nouvelle, difficile à critiquer. C'est ça l'idée freytagienne. Mais je ne suis pas encore rentré dans le concept lui-même. Je considère que j'ai commencé à 1h15. C'est encore 20 minutes. 20 minutes. Bon, ben, je reviens maintenant par ce détour-là au oui, mais de Pascal Chevrette, le recenseur de l'ouvrage. Il dit, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il faut tenir compte du fait que jusqu'ici, la technique ne nous a pas si mal servi. Bien sûr qu'il faut en tenir compte. Mais l'ouvrage vis-à-vis duquel, bien que d'accord, il exprime cette réserve, ce n'est pas un ouvrage qui porte sur la technique, pas un ouvrage qui porte sur la technicité, c'est un ouvrage qui porte sur le danger d'une certaine catégorie de machines pour l'enseignement, donc pour la vie de l'esprit, donc pour la société. C'est une critique d'une catégorie de machines. Martin et Mussy ne se sont pas prononcés sur la technicité. Parce que, pour la bonne raison, comme dit Freytag, puis c'est un hommage à mon professeur que j'ai jamais eu devant 500 personnes, discussion dans le jardin chez Freytag, pour la bonne raison, comme dit Freytag, que la technicité est une dimension constitutive de l'action humaine. Ça nous appartient profondément en tant qu'être humain. Plus généralement, la technicité, considérée philosophiquement en elle-même et pour elle-même, la technicité appartient à tout engagement subjectif dans le monde qui vise un ajustement efficace
entre un mode de vie, un être qui s'accorde à lui-même une valeur et un monde qui oppose des résistances à l'atteinte de ses buts, au maintien de la forme de vie qu'il est. Ça appartient même à toute vie, la dimension de la technicité. Dans la technique, dans l'action instrumentale, il ne s'agit ni, comme dans la science, d'avoir un intérêt pour la chose elle-même. Qu'est-ce que c'est le soleil? Comment ça marche, le soleil? Qu'est-ce que c'est que le feu? Ou d'avoir un intérêt pour le sujet qui est en face de la chose. La science est spéculative, speculare. Regarder, elle veut voir la chose elle-même. Théorie, théorein en grec, observer. Mais de l'autre côté, il y a l'art. L'art s'intéresse à exprimer une subjectivité, comme les peintres italiens nous montrent la ville, il y a des belles corbeilles, les femmes sont bien habillées, sont au coin de la rue, ils discutent, c'est des maudites belles maisons, Venise, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voici ce que nous sommes. C'est ça l'art, voici ce que nous sommes. Voici une sorte de subjectivité, une sorte de rapport au monde, une sorte de sensibilité. Je vous la montre. L'esthétique, l'art. Dans la technique, il ne s'agit ni d'exprimer la nature du sujet, ni de connaître la nature réelle du monde. Il s'agit d'établir un ajustement, une harmonisation efficace entre ce que je suis puis que je tiens à continuer à être, y compris si je suis hors art, et le monde qui fonctionne selon ses propres lois puis qui n'est pas obligé de me faire plaisir. La technique, c'est établir un ajustement entre les deux. Et donc, la vie en général, puis la vie humaine à plus forte raison, c'est sûr qu'on est d'accord avec la technique. On s'entend prendre des moyens pour atteindre des buts et donc pour réaliser les valeurs qui sont immanentes à ces buts. C'est une bonne chose, bien sûr. Il n'y a pas de personne qui a fait une critique technophobique de la technique. Les machines à enseigner, c'est un danger. Bon. Toute action humaine a une dimension instrumentale parce qu'elle vise à rendre compatible une forme de vie qui est un but pour elle-même. Quand on est une araignée, on veut rester une araignée. On considère que ça a une valeur, ça. Je fais des métaphores. Donc, ici, on pourrait voyager longuement, une fois ceci établi, que la technicité est une dimension fondamentale de l'existence humaine. La relation efficace entre des besoins puis la résistance du monde, disons ça comme ça. Ça commence dans le monde animal, puis nous sommes des animaux, les dents, les griffes, l'opposition de la pousse du doigt, les techniques du corps, comme disait Lévi-Strauss en parlant de la manière de faire pipi. C'est des techniques, les dents, les griffes, la main, c'est des techniques qui se sont développées sur des millénaires, après, au fil d'une longue fréquentation du monde. Les animaux puis les êtres humains ont été fabriqués par le monde, puis en étant fabriqués par le monde, ils ont développé des moyens de se défendre dans le monde, de se faire au monde, de s'adapter au monde, de s'accommoder du monde. Et toutes ces extériorisations, comme quand le chien prend sa patte pour chercher quelque chose en dessous du buffet, il considère sa patte comme un moyen. Bon. Dans les sociétés humaines, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les techniques sont choses communes, si on exclut la division sexuelle du travail. Tout le monde connaît les techniques qui permettent de vivre dans une société de chasseurs-cueilleurs. Quand un Esquimau, on disait jadis au 19e siècle, quand un Inuit avec sa femme part sur la calotte polaire pour voyager des parents, comme dit Munchen, qui n'a pas vu depuis 20 ans, il n'y a pas d'abus, on se visite tous les 20 ans, un voyage d'un mois, il risque de faire aux alentours de moins 40. Ils apportent avec eux les 10 chiens, le traîneau, puis le baluchon, la lampe à l'huile de phoque, la lame, etc. Ils apportent avec eux toute la technique de la société. Il y a des choses que les femmes n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de tuer d'animaux. Il y a des choses que les hommes n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de faire sécher des mitaines. Si tu n'as pas le droit de faire sécher des mitaines, une fois qu'ils sont gelés solides, tu es mort. Les hommes n'ont pas le droit de faire sécher des mitaines. Mais l'homme et la femme ont toutes les techniques qu'il faut pour survivre à moins 40, puis partir un petit voyage d'un mois, ça calotte polaire. Mais ça, c'est des techniques, cependant.
Quand l'agriculture se développe, les techniques se raffinent, se séparent, se divisent, se spécialisent. Il apparaît une série de corps séparés. Le forgeron, le charbonnier, le potier, les premières techniques, la poterie. Il apparaît des corps spécialisés qui sont des personnages particuliers qui ont pris sur eux un aspect que la société a besoin de faire, puis qui s'en chargent et qui se transmettent les techniques, les outils, les savoir-faire entre eux. Un peu des francs-maçons, pour ainsi dire, dans les sociétés d'agriculture. Il y a des techniques séparées, divisées, un peu secrètes, et on appelle ça, c'est ce qui est nouveau, c'est la division sociale du travail. Le travail que la société a besoin de faire, dans ses dimensions les plus techniques, les plus sophistiquées, elle est confiée à des corps séparés. Il apparaît une division sociale dans la société. Mais tout circule dans la société par des règles de parenté, par des règles d'échange, par des règles de don contre don, ou de prix, ou peu importe. Dans les sociétés, dans le monde moderne, on assiste, après les sociétés d'agriculture, on assiste à l'explicitation et à l'uniformisation formelle du champ des techniques. Des sciences, comme la physique, la partie de la physique qu'on appelle la mécanique, la science du mouvement des corps dans le temps et dans l'espace, permettent d'unifier les techniques. On se rend compte que dans le fond, ce qu'on fait en broderie, puis ce qu'on fait en filature, puis ce qu'on fait en menuiserie, il y a des trucs qui sont toujours pareils, c'est les mêmes contraintes. Dans toute l'industrie, vous regardez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est page après page, volume après volume, des beaux dessins de comment on presse une feuille de papier, comment on plie une feuille de tôle, comment on filate une vis, comment on perce un tarot. Dans toutes les techniques, il faut chauffer, refroidir, il faut plier, mouler, souder, couper. Et il y a une unification sous l'égide de la science de l'ensemble des techniques qui s'appelle la technique. Puis, sous l'égide de cette unification formelle, il y a de plus en plus de choses dont on découvre il y a une technique pour y arriver. Puis comme la société se différencie en métiers, etc., elle se différencie aussi en instances, l'économie, la politique, la culture. Puis chaque instance a aussi ses techniques. Il va même apparaître une technique de communication de masse. Tout peut devenir une technique. Puis à mesure que la société se raffine, que triomphe la rationalité instrumentale, que cette relation instrumentale au monde, dont je dis qu'elle commence avec les animaux, ici, elle devient rationalisée, explicite, poursuivie par elle-même. On raffine les outils, on améliore la manière. Il y a une activité technique qui s'applique aux techniques. C'est le triomphe de la rationalité instrumentale. Ce que je veux comprendre en terminant, c'est... J'espère que c'est ça, la terminaison, oui. Il faut comprendre en terminant, c'est quoi la nature du renversement technologique moderne, l'autofinalisation de la technique. Comment on peut comprendre ça? Comment c'était préparé dans le monde moderne, mais que tout à coup, il y a quelque chose qui bascule, puis là, on passe à un autre ordre de grandeur, à une autre échelle. Le triomphe moderne de la rationalité instrumentale était encore entièrement basé sur une présomption de grande portée. C'est que l'action rationnelle, instrumentale, qui cherche l'efficacité, qui cherche à répondre de manière efficace à des buts, à des moyens, à des besoins, que cette action, au fond, était au service des besoins qui sont là hors d'elle. Le champ évidemment, c'était on peut dire, c'est l'industrie, c'est le marché, mais ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse. Le champ de l'action efficace dans le monde est au service des besoins des êtres humains. Puis les besoins des êtres humains, c'est défini par la vie sociale, par une lente évolution des manières de faire, de vivre, de quoi espérer, qu'est-ce qu'on veut, des désirs, ça serait bien que... Et que les besoins auxquels la technique répond sont hors d'elle-même.
Tous les gens qui ont étudié ça, en se posant la question qu'est-ce qui est arrivé au 20e siècle, ont dit voici ce qui est arrivé, on peut le dire d'une manière simple, on pourrait le faire compliqué, mais pourquoi faire simple? Pas faire simple quand on peut. Stuart Owen ou David Noble ou même Baran et Sweezy, tous les gens qui ont étudié ça, ils ont dit ce qui va arriver, c'est qu'avec l'entreprise géante, la grande, on va revenir là-dessus d'un instant, si j'ai le temps, la personne morale de droit public qu'on appelle une corporation, avec l'émergence de ces gigantesques entreprises, avec cet aspect que je vous disais tout à l'heure de gestion de l'activité d'autrui sur une échelle gigantesque. Avec ceci, ces entreprises découvrent, à l'origine, début du 20e siècle, qu'elles peuvent faire mieux que de répondre aux besoins. Elles peuvent suivre leur propre développement technique et si elles inventent des moyens de satisfaction inédits, elles n'ont qu'à produire le besoin que le moyen satisfait. Ça s'appelle la publicité. Elles découvrent la publicité. On a une capacité de changer la société. On a une capacité d'agir sur les mœurs. On a la capacité d'agir sur les goûts. On a une capacité d'agir sur qu'est-ce que les jeunes gens trouvent qui est bien comme pantalon. Large de même, 1980, ou des leggings, 2000. On a la capacité de faire ça. On a des moyens gigantesques. C'est des techniques aussi. La publicité, la manipulation de masse, le discours, la séduction, puis une belle blonde assise sur le hood du char. Pour ceux qui pourraient croire que ce n'est pas utile d'avoir une voiture, on va quand même lui donner l'envie d'en avoir une. On a des techniques pour faire ça. La publicité, on va se mettre à produire les besoins. Puis là, quand la technique produit les besoins, qu'elle répond aux besoins, on rentre dans une drôle de logique, là. Elle répond aux besoins qu'elle produit ou elle produit les besoins auxquels elle répond. Ça devient... L'idée qu'il y a des besoins et il est bien de répondre aux besoins, c'est une vérité moderne qui est devenue un mensonge postmoderne. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a des besoins et c'est bien de répondre aux besoins. C'est faux. Les besoins auxquels vous répondez, pensez-y, parce que vous les avez produits. Mais où ça va vous mener? Les organisations sont des puissances dans la société qui ont une capacité d'agir sur la société. Pensez-y, la Révolution française a changé toute la société française, du paysage à la démographie, aux mœurs, à l'étiquette, à la politesse, en 20 ans, politiquement, par des conflits sociaux. Maintenant, qui change la société? C'est les puissances organisées. C'est les organisations productives, c'est eux qui... Il y a une privatisation de la capacité de changer la société. Elle n'appartient plus aux citoyens. On ne va pas voter demain matin, ce serait bien d'avoir des lessives sans eau. On peut bien voter. C'est les puissances techniques qui changent la société par la capacité qu'ils ont d'offrir de nouveaux moyens de satisfaction. Puis une fois qu'on est enclenché là-dedans, ben, on a une logique de production des besoins, une logique qui peut devenir automatique. Il peut y avoir un accroissement autocatalytique des besoins par leur propre satisfaction. Une réaction autocatalytique, c'est quand les résultats d'une réaction chimique sont ce qui la propulse. Une fois que c'est parti, ça marche. Là. Mais ça arrive aussi avec les besoins. La satisfaction des besoins de transport accroît la nécessité d'avoir des transports. La satisfaction du besoin de transport accroît le besoin de transport. Quand est arrivé dans les villes automobiles, les gens visaient... À 500 km, il y avait l'atelier. À 500 mètres, il y avait l'atelier. À 500 mètres, il y avait l'église. Puis à 500 mètres, il y avait le magasin. Les moyens techniques de transporter les êtres humains ont permis d'aller vivre à Bois-Châtel puis à Neuville. Et c'est à cause du transport qu'on a besoin de plus en plus de transport. L'accroissement de la quantité de transport nécessaire dans la société est un produit de la disposition facile des moyens de transport. Alors, si vous demandez à quelqu'un qui fait 3 heures par jour
pour aller à son travail, 20 000 km par année pour aller de sa maison à son travail, est-ce que, ontologiquement, dans ta petite personne, dans le fond de ton cœur, tu as besoin de cette quantité de transport? Il va vous dire non, non. Le besoin d'avoir du transport a été engendré par le fait même du transport qui a éloigné les fonctions de travail, etc., de consommation, les unes des autres, puis qui a nécessité des quantités toujours plus grandes de transport. Il y a la contrainte à l'innovation qui va embarquer là-dedans. Vous savez, la bombe atomique, là, les Américains l'ont faite quand Einstein a dit « c'est faisable ». Du moment que tu dis au pouvoir américain « la bombe atomique, c'est faisable », les Américains ont dit « donc, si c'est possible, donc il faut le faire. Si c'est possible, c'est obligatoire. » Pourquoi? Parce que si c'est possible, l'ennemi peut le faire avant. Les Allemands pourraient le faire. D'ailleurs, ils sont pas mal forts en physique quantique. Si c'est possible, ils peuvent le faire. Si c'est possible, nous devons donc le faire, nous devons le faire avant eux. Si c'est possible, c'est obligatoire. Or, aujourd'hui, cette maxime, c'est-à-dire cette contrainte à l'innovation, est celle à laquelle est soumise toute entreprise. Une entreprise à qui vous dites c'est possible maintenant d'avoir plus de stockage de mémoire, ils disent il faut le faire. Il faut le faire, ça presse. 1000 gigabits d'un téléphone, oui, oui, ça presse parce que sans ça, Apple va le faire avant nous. La contrainte à l'innovation. Pour continuer à exister, une organisation doit reproduire sa capacité de transformer la société, doit accroître sa capacité de transformer la société. Et donc, elle a une contrainte à l'innovation, ça veut exister. Les grandes corporations qui sont formées avec l'invention de la bourse à la fin du 19e, Westinghouse, General Motors, Ford, etc., General Electric, compagnie, qui existent encore. Ils existent encore. C'est quoi leur condition d'existence? C'est que constamment, ils maintiennent leur capacité d'agir sur la société, de proposer de nouvelles marchandises, d'accroître les parts, etc. C'est leur condition d'existence. Ils sont contraints à l'innovation. Ils existent à cause de ça. S'ils existent encore aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas fait ça, ils n'existent plus. Contrainte à l'innovation. Et tout ça, ça vient avec les organisations dont on peut dire, in a nutshell, que l'organisation, c'est une machine. C'est pas comme l'entreprise, un moyen du propriétaire. Un électricien qui vient chez vous pour collecter le chauffe-eau, qui a 2 employés puis un pick-up, il y a une entreprise pour gagner sa vie. Westinghouse, ce n'est pas une entreprise pour gagner sa vie. C'est une machine composée de 300 000 à 400 000 personnes qui font des opérations, des fonctions. Et cette machine, elle ne peut exister qu'en reproduisant sur une base élargie sa capacité d'agir sur la société, sa condition d'existence. C'est une machine qui vise à obtenir, c'est la définition d'une organisation la plus synthétique qu'on peut avoir, qui vise à obtenir toujours plus de moyens d'agir sur la vie sociale et de la changer d'une manière qui accroît ses propres moyens d'agir sur la vie sociale. Elle est auto-finalisée. Elle vise à accroître sa capacité d'agir sur la vie sociale d'une manière qui lui est favorable. Elle vise à être favorable à elle-même. C'est une machine qui est à elle-même sa propre fin. Pourtant, c'est le lieu par excellence du triomphe de la technique et de l'action instrumentale, c'est-à-dire l'action qui vise à accomplir des buts et à réaliser des valeurs dans un monde qui lui résiste. C'est le triomphe de l'action technologique et pourtant ici, c'est plus au service de rien. C'est obligatoirement au service de la reproduction de la capacité d'agir sur le monde d'une manière qui m'est favorable si je veux continuer à exister. C'est des machines autocatalytiques, auto-finalisées. Et l'informatique, c'est l'instrument, c'est le moteur à explosion, le moteur à vapeur, c'est l'instrument par excellence de ce type de machine qui ne se connaissent elles-mêmes que par l'informatique. J'ai combien d'employés? Ouais, ils sont où? Ils sont dans 63 pays. OK, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Combien ils coûtent? Qu'est-ce qu'ils rapportent?
C'est quoi ça? Comment je fais? Comment elle se connaît elle-même? Par l'informatisation de la gestion, on va dire banalement la comptabilité. Et comment elle connaît le monde? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? C'est quoi les nouvelles? Etc. Comment elle connaît le monde? Par ça s'appelle le pattern recognition dans la phase actuelle de l'intelligence. C'est être capable de reconnaître dans la pratique, de traduire toute l'activité sociale en nombres, puis reconnaître dans les matrices de nombres des tendances, des émergences, des machins, etc., des nouvelles possibilités, etc. Puis d'agir sur le monde tel que réduit en matrice de nombres, d'agir sur le monde pour reproduire ma capacité d'agir sur le monde, puis mon intégration interne, c'est aussi l'informatique. Alors, on a certaines raisons de redouter l'auto-emballement, en particulier de cette nouvelle catégorie de techniques, qui sont les techniques de machines autopoïétiques, pour dire ça comme ça. Bon, voilà, on va s'arrêter comme ça. Merci, Gilles, merci. Si vous avez des questions, donc les micros sont disponibles en avant, que ce soit les professeurs, les étudiants. On a une demi-heure pour prendre, donc 25 minutes pour prendre des questions. Si jamais des questions d'éclaircissement ou pour aller plus loin, sur ce que Gilles vient de nous dire. Merci beaucoup, Gilles. Donc, est-ce qu'on aurait un professeur, peut-être des étudiantes, veut poser des questions? On a 25 minutes. Quelqu'un pour briser la glace? Pose-moi une question. Sinon, moi, je peux en poser une. Mais j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un de la salle. Il n'y a personne qui pose des questions? Moi, je peux en poser une. Ça ne me dérange pas. Je peux en poser une. Sûr? OK. Bon, premièrement, juste pour résumer le propos, si j'ai bien compris, donc, le problème dans lequel on se trouve, c'est que la technique qui autrefois, disons, les animaux pratiquaient la technique ou les êtres humains utilisaient la technique comme les Inuits, maintenant, c'est une technique qui spinne sur elle-même parce que, essentiellement, des entreprises l'utilisent pour se renforcer elles-mêmes. Et finalement, l'informatique, c'est l'outil qui permet à ces entreprises-là de se renforcer elles-mêmes en transformant la réalité. C'est à peu près ce que j'ai compris. En quoi ça va affecter l'éducation? Parce que c'est quand même ça le truc principal auquel il faut revenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver à l'école dans une logique comme celle-là? D'ailleurs, c'est une question qu'on devrait te poser, puisque tu as écrit là-dessus. Mais on peut dire... tu as écrit là-dessus avant moi. Sommairement, c'est le but de l'éducation qui se trouve modifié, là. Martin Saint-Louis, il se trouve modifié parce qu'on est destiné à des opérations parcellaires, on est destiné à faire des travaux dans des machines, dans des contextes, on ne sait pas... Il y a des gens qui fabriquent des pièces de fonte d'aluminium et manganèse dans une shop à Actonville. Ils ne savent pas si c'est une bielle de sous-marin ou ils ne savent pas c'est quoi, mais il faut qu'ils la fassent bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça va modifier le but de l'éducation. Parce que je vais procéder par un exemple. Martin Saint-Louis, l'autre fois, il dit, le Canadien avait perdu son match. Il dit, oui, mais j'étais content. On a bien joué en zone offensive. On a appliqué nos concepts. Hein? Le pivot, le carrousel, la pointe, etc. Notre rapport au monde n'est pas régi par notre sensibilité animale. Il est régi par un système symbolique qui est le langage, qui est la culture, qui propose toute variété de distinctions, de catégories, les carottes, les mauvaises herbes, le poison, le comestible, l'homme, la femme, les adultes, les mineurs, n'importe quoi. Tout le monde est découpé par une série de concepts qui ne désignent pas tellement des choses que des idées générales qui réfèrent, elles, à des choses concrètes. Notre rapport au monde, entre nous et le monde, il y a
le langage et la culture, c'est-à-dire il y a l'ensemble de la société, comment elle a appris le monde, qu'est-ce qu'elle a trouvé qui était important, quelle distinction il fallait faire, qu'est-ce qui était crucial, qu'est-ce qui était bon, juste, correct, etc. Et dans ce système qu'il y a entre nous et le monde, je ne suis pas en rapport avec le monde, je suis en rapport à travers le système symbolique de la société. Mais ce système symbolique de la société, il y a des aspects cognitifs, il y a des aspects esthétiques, puis il y a des aspects normatifs. Quand on apprend quelque chose, au fond, on apprend à travers des concepts, on apprend à travers des concepts qui réfèrent à ce rapport global au monde, de notre société et le monde. Entre les deux, il y a son système de vision du monde, de culture, de concepts qui sont immanents à la culture. Et on apprend le rapport au monde à travers cette machine. Puis cette machine, qui s'appelle le symbolique, elle a des dimensions esthétiques, elle a des dimensions normatives, des dimensions cognitives. Et quand on apprend quelque chose, bien on apprend qu'est-ce qui est solide si on est dans les métiers. On apprend ce qui est beau, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qui est élégant, qu'est-ce qui est une phrase bien tournée, qu'est-ce qui est une belle preuve, qu'est-ce qui est durable si on est une technologie quelconque, qu'est-ce qui est favorable aux enfants si on est en éducation, etc. On apprend à travers un système normatif de toute une série d'évaluations. Et ça, et on doit être, pour ainsi dire, les citoyens de notre culture, de notre société. On doit comprendre son système symbolique. Se préparer à agir de manière robotique dans une tâche particulière, à faire tel type d'opération, c'est rendre moins nécessaire ce que je disais tout à l'heure, ce fait que l'éducation, qui vise la liberté, elle obtient son but, c'est-à-dire la liberté de l'individu, en faisant de cet individu un microcosme de la société. Il comprend ce qui se passe dans la société. Il voit comment ça marche. Il sait pourquoi que le boulanger fait comme ça. Il sait pourquoi la gardienne d'enfants dit non, ne parlez pas de ça devant les enfants. Il est capable de comprendre toutes ces interactions sociales avec toutes sortes de monde, avec tous les métiers, avec toutes les tâches. Il est capable de le comprendre parce qu'il appartient à cette culture dans sa totalité, j'ai envie de dire. Se préparer, transformer l'éducation en une pratique qui consiste à produire des effets mesurables par des opérations qui habilitent les gens à cliquer, cloper, je ne sais pas quoi. Visser toujours les mêmes 2 tarots comme dans Charlie Chaplin, peu importe. C'est renoncer à l'idée d'obtenir la liberté par le biais de l'enseignement, que ce soit les métiers, les arts, les disciplines, les sciences, que ce soit les techniques. J'ai renoncé à l'idée d'obtenir, de favoriser la liberté en faisant un citoyen, au sens d'un microcosme de la société, qui comprend qu'est-ce qui vaut pour cette société, qu'est-ce qui valait dans le passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui fait partie de ce mouvement de l'ordre symbolique dans son ensemble et qui, dans son action professionnelle, dans la chose qu'il a appris à faire à l'école, il comprend où ça se situe. Il sait que la pièce qu'il fabrique, qui polit, qui ponce, qui peaufine, ça va dans telle machine qui sert à faire telle chose. Donc, j'ai une réponse très générale. Tu ne peux pas mettre les gens devant un logiciel où, par essai et erreur, ils vont cliquer sur la mauvaise chose, puis ils vont avoir un, puis quand ils vont cliquer sur la bonne, ils vont faire yes, puis comme ça, puis ils vont apprendre à réagir, à faire des trucs, etc., à manipuler des patentes. Tu es en train de les exclure de l'ordre symbolique qui régule l'ordre social. Donc, l'idée d'une éducation efficace, parce que les logiciels le seraient plus, parce que ça permettrait... L'idée de mettre les gens en face d'une machine pour apprendre, c'est en fait de les mettre en face d'une machine pour apprendre à vivre au sein des machines. Et c'est ça que c'est les machines à enseigner. C'est enseigner à vivre dans le monde des machines. Et on doit se refuser à ça. Il faut apprendre l'histoire de l'art, puis il faut
avoir sport, loisir, faire du hockey ou du badminton. Il faut dessiner, il faut apprendre la géographie, puis il faut savoir la différence entre des... Même si on n'a pas l'intention d'être jardinier ou botaniste, d'être en train de dicotylédon puis un herbacé, il faut apprendre à être à la hauteur de la société et pas simplement un rouage innocent de la société. Puis c'est ça le but de l'éducation, que tu enseignes un métier, un art, une discipline, etc. Tu l'inscris dans la totalité. Alors que la gestion par les nombres consiste à sortir de la totalité. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Les micros sont en avant. Oui, question ici en avant. Ouais. Bonjour. En fait, moi, j'ai 2 questions. J'aimerais savoir d'abord si ce n'est pas par peur de participer. Excusez. Si ce n'est pas pour participer au système et ses techniques, est-ce que... Si je le dis. Ouais. Dans le fond, c'est ma question, là. C'est si ce n'est pas pour participer au système et ses techniques, est-ce que l'éducation dans notre société actuelle est encore à sa place? Puis si oui, je sais que vous avez parlé de la philo ou de la littérature, mais pourquoi sont réellement importantes, justement, dans la société actuelle, que les systèmes sont en place? C'est pas très clair. Attendez. Non, mais revenez. Revenez. Redites-le, il y avait de l'écho, il y a eu beaucoup de... C'est très bien. C'est une bonne question. Redites-la. Si tu as compris, réponds. Okay. Allez-y, répétez brièvement. Ben, c'est si ce n'est pas pour participer au système et ces techniques actuelles, est-ce que l'éducation... Attends, non, je recommence. Si c'est pas pour participer au système puis aux techniques de notre société, est-ce que l'éducation dans notre société actuelle a encore sa place? Puis si oui, je sais pour vous, c'est important la philo, la littérature, ben, pour moi aussi, mais dans le sens de ma question, c'est quoi qui montre qu'elle a réellement sa place, vu que la société est prise comme omnibulée par nos systèmes et ses techniques? Pourquoi c'est important, les humanités, la philosophie, etc., alors qu'actuellement, tout le monde s'en fout? Bon, vous voyez, j'ai pas compris la même chose qu'Éric, donc je vais répondre d'abord selon ce que j'ai compris, puis Éric va répondre selon ce qu'il a compris. Moi, ce que j'entends, c'est refuser de participer à l'emballement actuel du système. C'est une manière, pour moi, je pense que ça vous dites, ici la question c'est de ne pas participer au système qui est en partie pour virer fou, mettons. Alors qu'est-ce que ça donne, l'éducation, si ce n'est pas pour nous préparer à la société? Or, la société est un système. Bon, on peut être fataliste et dire on est rendu là. On entend ça souvent, les gens disent à tout propos, on est rendu là. Quand quelqu'un démissionne, il dit « Ah, que veux-tu, on est rendu là. » Vous achetez une télévision de 16 pieds. Bon, on est rendu là. C'est comme une espèce de démission. Je comprends parfaitement votre idée. Si ce n'est pas pour nous inscrire dans la pratique sociale, l'éducation, à quoi ça sert? Or, je ne suis pas en train de dire que la critique d'un des aspects de l'évolution de notre société consiste à dire ne pas agir dans la société. C'est une manière, au contraire, c'est une manière éminente d'agir dans la société. De dire, je demande à juger, je demande à voir, je demande où ça mène, je demande qui ça favorise, je demande qui paye, qui profite, c'est quoi ce machin? C'est une manière éminente de participer à la société qui est être conscient de certaines de ses tendances. L'éducation, ça sert à être conscient des tendances de la société et d'avoir un jugement sur ces tendances-là. Un médecin qui suit un cours de médecine puis qui voit qu'il suffit de passer dans son bureau puis demander tes DAH, ça prend 8 minutes, puis il dit voilà, t'es malade, t'as le droit à telle chose. Il peut dire non, c'est pas une bonne chose de faire ça.
faut réfléchir avant de... faut savoir si c'est réel. Il faut discuter. Donc, il y a toutes sortes de manières. N'importe qui a une éducation, il va faire face à toutes sortes de choses où il va être appelé à faire office de jugement, puis parfois collectivement. Actuellement, dans toute la province de Québec, il y a un gigantesque mouvement de jeunesse qui combattent. On est en train de tapisser la province d'éoliennes pour alimenter une industrie inutile, qui combattent ça. On va dire, ben là, quand même, là, c'est le progrès, c'est l'avenir. Non, 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 je demande à voir. Donc, moi, je comprends que ce que vous dites, à quoi ça sert l'éducation si ce n'est pas pour nous insérer dans la société? Bien, avoir la faculté de juger et de critiquer la société, c'est la manière la plus, peut-être la plus profonde de s'y insérer et d'y agir professionnellement, conformément à certaines valeurs ou à certaines normes. Je ne sais pas, tu as compris la question différemment. Oui, non, pas différemment, juste un complément pour dire que, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est la question du jugement, la faculté de juger. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est vous n'avez plus besoin de penser, les machines vont s'occuper de juger à votre place. Et à quoi ça sert l'éducation? Puis qu'est-ce que Freytag, je pense, nous a amené aussi d'important, c'est de dire on ne peut pas abandonner le jugement aux machines. On est obligé quand même, surtout en face de la crise écologique, d'être capable de juger et de se demander est-ce qu'on veut continuer à aller aussi vite, à peut-être ralentir, peut-être produire moins, peut-être polluer moins. Ça va exiger qu'on soit capable de juger et ne pas abandonner notre jugement à des machines automatiques. Or, si on a une éducation où il n'y a plus de littérature, où il n'y a plus de philosophie, où il n'y a plus de culture, on ne la développera pas, la fameuse faculté de juger, si l'école est seulement pour nous insérer dans le système. Autrement dit, la question, c'est où est-ce qu'on va placer la faculté de juger? Dans les individus ou dans des systèmes à l'extérieur des individus? C'est un peu ça la question. Oui, j'ai une question en avant ici. D'ailleurs, c'est un de mes étudiants, je pense, si je vois bien. Vous dites qu'il faut refuser, dans le fond, à faire partie un peu de la machine, mais si on vit dans une société où est-ce que, si mettons c'est possible, il faut le faire, comment est-ce qu'on peut en sortir, dans le fond? Voyez-vous, la réponse honnête et qui montre que votre question vise juste, c'est « je ne sais pas ». Voilà. Mais on ne peut pas refuser de se poser la question parce qu'immédiatement, il n'y a pas une issue, une solution. Il faut faire attention à ce qui est la nature même du problème. On va appeler ça l'hostie de problem solving. La résolution de problème. Tout n'est pas un problème qui a besoin d'une solution immédiate. Donc, on peut se poser la question. Puis on peut se la poser collectivement. C'est déjà une transformation de la société. Une société où il se passe quelque chose. Puis des gens se posent la question sans avoir la réponse. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une société qui est différente de la même société où il se passerait la même chose, puis personne ne se poserait la question de est-ce que c'est une bonne chose? C'est deux mondes complètement différents. Il se passe quelque chose, il y a des gens qui se disent « ouais, mais là, c'est une bonne chose? » Ça change tout par rapport au fait que la même situation, tout le monde dirait « on est rendu là, il n'y a rien là. » Donc, votre question, c'est comment on peut en sortir si c'est possible, il faut le faire, cette fuite en avant, puis cette bascule par en avant dans la résolution de problèmes. Chaque problème engendre d'autres problèmes, puis chaque besoin engendre d'autres besoins, puis tout ça se développe. Comment on peut en sortir? Je ne sais pas. Mais votre question, c'est une question fondamentale. Puis plus que des gens qui vont se poser, plus que la société est différente, parce que c'est une société dans laquelle il y a une réserve, une prudence, un examen, une réflexion. C'est une société où on redoute l'hubris, on redoute la folie, parce qu'on se pose la question comment on peut en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une société complètement différente que celle où on ne se posera pas de questions. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une réponse. J'aurais envie d'ajouter un truc sur la cybernétique.
la cybernétique est apparue après la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour développer des canons anti-aériens automatiques, c'est-à-dire des canons qui tirent des avions tout seuls sans qu'un être humain appuie sur le bouton. Vous voyez, c'est des canons qui fonctionnent tout seuls. Le raisonnement de ces gens-là, c'était de se dire, les êtres humains font des erreurs. Donc, si on enlève l'humain, on aura des canons plus efficaces parce qu'ils vont fonctionner automatiquement. Okay? Donc, la cybernétique, puis là, je vous renvoie au livre de Céline Lafontaine, L'Empire cybernétique, l'idée, c'est quand même que plus on enlève du jugement humain, plus ça fonctionne, plus c'est efficace. Des avions sans pilote, des autos sans conducteur, ça va être plus efficace que s'il y a un être humain derrière. Je pense que la question à laquelle on arrive aujourd'hui, c'est de dire peut-être pas. Peut-être que s'il n'y a pas un humain ou des humains qui sont encore là à juger derrière de ce qui arrive, autrement dit, là, si on va en avant puis on cybernétise encore plus le monde, là, puis on n'a rien vu pour le moment. Là. Pour le moment, on commence, là, mais des voitures, des taxis qui se conduisent tout seuls, il y en a à San Francisco, là, puis c'est le début de la fin. Bon, mais si on va vers ça, est-ce que c'est la bonne solution? Puis sinon, je pense que Gilles nous dit, c'est peut-être ça vaudrait la peine d'utiliser le jugement qui nous reste pour se demander s'il ne faut pas encore qu'il y ait des humains pas jugeants dans le sens de juger les autres, mais des humains qui font des opérations de jugement. Peut-être que ce serait mieux qu'il y en ait encore plutôt que d'abandonner ça à des machines automatiques. Dernière question ici en avant, madame. Et je vais juste ajouter une chose. La chose, puisqu'on parle de la technique, il faut se demander 3 fois par jour, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que la technique, sa justification fondamentale, c'est de référer à notre nature, qui est d'aimer les manières efficaces de satisfaire des besoins, de faire quelque chose, d'atteindre un but. C'est ça. On est comme ça. On aime ça, faire des choses qui atteignent un but, qui satisfont un besoin. Dans un moment d'auto-finalisation de la technique, où les besoins, c'est des besoins qui sont engendrés par la technique elle-même, par ses conséquences, etc., il faut commencer à se demander à quoi ça sert. Ça, c'est la question fondamentale. Merci. Dernière question de la journée, madame. On m'a demandé de vous poser la question, si la société va dans la direction que vous l'expliquez, est-ce qu'on va pouvoir développer des axes de résonance? Des actes de résonance, Hartmut Rosa, théorie de la résonance. Là, quand il y a une harmonie. Une question pour toi. Une question pour moi? Oui. Ah, OK. Je suis président de l'Assemblée. OK, bon, ben, il m'a soigné la question. De ce que je comprends, puis là-dessus, vous devriez en parler à Clément parce qu'il connaît ça mieux que moi, Clément Arnoux. Mais Hartmut Rosa a développé une théorie de la résonance qui ressemble un peu à ce que Marx disait sur l'aliénation. Hein. Grosso modo, soit on est dans un monde où ça résonne, c'est-à-dire il y a une sorte d'harmonie entre moi et le monde, soit je suis dans un monde où il n'y a pas de résonance, c'est-à-dire un monde où je me trouve aliéné, et finalement je me sens comme étranger dans ce monde-là parce qu'entre moi et le monde, hein, il n'y a plus de résonance, il n'y a plus d'harmonie possible. Bon, si je comprends bien cette question-là, ce que nous décrit Gilles aujourd'hui, c'est un monde de plus en plus aliéné où des entreprises et des machines puis des systèmes qui spinent sur eux-mêmes, hein, qui marchent tout seuls, ce qu'il appelle auto-finalisation, ça veut dire que ça marche par soi-même, ça spinne sur soi-même. Mais dans ce monde-là, il n'y en aura pas de résonance. Ça va être un monde... Juste un exemple niaiseux, là, vous appelez pour parler à quelqu'un à la Régie de l'assurance maladie ou à la SAC, puis vous allez peser sur le 1, peser sur le 2, peser pendant des heures, et vous ne parlerez à personne. Il n'y en a plus de résonance. Vous êtes tout seul avec des machines. Okay? Donc, le monde de la cybernétique, le monde de l'autofinalisation de la technique, c'est un monde sans résonance. C'est un monde aliéné, dirait Marx. La question, c'est comment est-ce qu'on pourrait reprendre le dessus sur les systèmes pour aménager des espaces où il en reste de la résonance, où il y a encore des relations entre des êtres humains puis d'autres êtres humains, ou des relations entre nous et les animaux, ou avec la nature. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on... Ça ne veut pas dire d'éliminer les machines, puis je pense qu'il n'y a personne qui a dit ça aujourd'hui, ni Gilles ni moi. Hein? C'est de dire, est-ce qu'on abandonne à la logique actuelle? Parce que si on laisse faire ce qui se passe, vous n'en aurez plus de résonance. Vous allez avoir un monde où il va y avoir des machines partout. Comme disait Gunther Anders, ça va être des machines entourées d'humains. Ça veut dire, nous, on va être dans le coin comme des plantes vertes, là, mais c'est les machines qui vont être au centre. Est-ce qu'on veut que les machines soient au centre? Ça va être un monde assez violent, merci, je pense, assez désagréable, merci. Hein? Alors qu'on pourrait penser de recomposer une sorte d'harmonie entre nous et le monde, ce qui exigerait de redompter les systèmes. Je pense que si Michel était là aujourd'hui, il dirait un peu ça. Il faut essayer de remettre la main sur les systèmes pour les redompter, pour les reciviliser. Ça ne veut pas dire les éliminer, mais ça veut dire remettre des limites pour encadrer le fonctionnement des machines
de sorte que ça ne marche plus tout seul, que ce ne soit plus dans l'auto-finalisation dont Gilles a parlé. Veux-tu, Gilles, un mot de la fin? Oui, il reste 2 minutes, j'en profite. Tu as parlé du téléphone, faites ceci, pèsez sur le 2. Appuyez sur le 1, ouais. ouais, c'est ça. Puis tu dis, remettre les machines à leur place. On devrait partir un mouvement social aujourd'hui, on pourrait dire c'est parti à Saint-Jean-sur-Richelieu, etc. Le mouvement social, on fait un club, on utilise Internet, on se met sur Facebook, je ne sais pas trop quoi. Le club de ceux qui demandent l'addition d'une 4e loi à la loi des robots de Asimov. Asimov avait fait une loi, voici ce que les robots n'ont pas le droit de faire, etc. Il y a une chose urgente avec les robots. C'est la substitution de personnes. Les robots sont rendus qui te parlent en disant « je ». Ils te disent, ils se glissent dans l'ordre symbolique, dans le pronom personnel « je », qui est l'essence de l'être humain, c'est-à-dire être capable de se mettre dans une case, la case du « je », puis de parler comme tout autre qui dirait « je », et te disent « je vous ai mal compris, pouvez-vous répéter ». Le gouvernement devrait passer une loi urgente pour interdire aux robots de se faire passer pour une personne quand il dit « je ». Un robot n'a pas le droit de dire « je ». Parce que que les robots ont maintenant, se sont glissés dans l'ordre symbolique, ils se sont glissés dans la parole, puis ils se sont maintenant glissés dans le pronom personnel « je ». Quand on va commencer à donner aux enfants de 3 puis 4 ans des petits robots en plastique qui vont dire aux enfants « oh, je te comprends bien, mon Jean-Pierre, moi aussi, ton père, des fois, je ne l'aime pas », puis que l'enfant va rentrer dans une relation symbolique, réel, avec un morceau de plastique, parce qu'il dit « je ». Puis parce qu'à cause de l'intelligence artificielle, le robot le comprend, le conforte, le répercute, lui répond, l'accompagne, est d'accord avec lui, discute avec lui. Ça va devenir son alter ego, puis c'est un morceau de plastique. À cause de quoi? À cause qu'on a laissé les robots non seulement se glisser dans l'ordre symbolique, mais se glisser dans le pronom personnel. C'est une urgence que les gouvernements votent une loi qui dit « les machines parlantes n'ont pas le droit de dire « je ». Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est bon, ça. Ça va être terrible, ça. Les enfants vont être élevés.